Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Petit Tour. Alors je suis déjà arrivé à destination, je suis à Saint-Laurent-du-Var. Aujourd'hui je vais interviewer César Alary, le frère de José Alary. Oh, j'en peux plus. Ça montre que ça en peut plus à Saint-Laurent-du-Var. Ça fait une demi-heure que je marche. Je suis bientôt arrivé chez César Alary. Ah, c'est l'enfer, hein, putain. Prochaine fois, je prendrai le bus. Tiens, tant que j'y suis, à vous faire une vidéo sur mes trajets et mes voyages. Voilà, ça c'est une spécialité française. Il y a une voie de piéton. Et la voie de piéton, elle s'arrête d'un coup. Et après, il n'y a plus que de la route. Avec des bagnoles qui roulent à 50 et qui te fauchent et qui te flinguent. Voilà, spécialité française. Donc il n'y a plus qu'à marcher sur la route pour faire le reste du chemin. Alors d'abord pour l'enregistrement, j'ai besoin que vous vous présentiez en donnant votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alary César, 1138 à Saint-Laurent-du-Var. Et votre propre métier? Agriculteur, professeur de judo et rugbyman, mais à l'époque c'était pas professionnel alors. Rugbyman, vous êtes allé jusqu'à un haut niveau? J'ai joué en national. En national. On a fini. Mais c'est-à-dire, je suis le seul rugbyman qui a commencé lorsque Nice n'avait même pas une équipe complète. On est venu me chercher parce que j'étais grand à l'époque. Maintenant, je suis petit. Et on était au plus bas de l'échelle et on a fini en national. Ah oui, donc ça a été un long parcours. Ah ben oui, mais c'était bien. Toutes les 2-3 ans, on montait d'une division, quoi. Comment vous avez entendu parler la première fois de judo? Est-ce que c'était par un ami, par la télévision? La première fois, j'avais 13 ans, je vais faire du football. J'arrive au stade, je rentre sur le terrain et j'ai vu que mes copains me passaient entre les jambes. J'avais presque cette taille actuelle à 13 ans. J'étais pas bon. J'avais des chaussures de ville, eux, ils avaient des crampons. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je suis parti. Et j'ai été rejoindre mon oncle, car mon père devait venir me chercher, on habitait presque au cours de Cagnes. J'arrive, mon oncle discutait avec un monsieur. Et il me fait, tu es déjà là? J'ai fait, ouais, j'aime pas le foot, ici et là. Je serai jamais bon au football. Et le monsieur, c'était le futur professeur de judo qui cherchait une salle. Mais comme mon oncle était au conseil municipal, il décidait de trouver une salle pour monter un club de judo, quoi. Mais j'avais jamais entendu parler de judo, rien. Et ce monsieur, c'était qui, monsieur Grandjean? Monsieur Grandjean. Qui était son professeur à monsieur Grandjean? Monsieur Bogaert, je crois. Ah, il était élève de Bogaert? Je crois, oui. Et c'est donc à l'âge de 13 ans que vous avez commencé le judo? J'ai commencé le judo. Dans cette salle qui était située où? Alors, elle était située... C'était la salle du Nérolium. C'était une grande salle, mais à l'époque, Saint-Laurent avait une grande production de nérolium, fleurs d'oranger. Et donc cette salle servait un mois par an au maximum, et on l'avait, c'était super, quoi. Le reste de l'année, elle était aménagée en dojo un tapis, non, c'était un tapis avec des copeaux. Ouais, avec la bâche tendue. La bâche en dessus, il n'y avait rien d'autre à l'époque. Et qui étaient les premiers pratiquants à part vous-même? Alors il y avait Gilbert Baudouin, Michel Philippi, les Bélé, les Nieto. Oh, c'était un petit club, vous étiez une dizaine? Oh, plus. De suite, ça a été sympa, quoi. Comment étaient les entraînements dans ces premières années? Les entraînements, c'était échauffement, travail au sol, démonstration, on apprenait un mouvement, on révisait un mouvement, et puis après il y avait des randonnées. Quand vous dites travail au sol, c'était du newaza? Newaza. C'était développé le newaza à l'époque? Pas des masses. Malheureusement pour moi, j'étais pas très bon au newaza et j'ai jamais trop aimé. C'était plutôt des prises debout qui se pratiquaient. Ah oui. Mais il y avait des spécialistes du newaza. Il y en a, ils comprenaient rien debout et au sol, ils se débrouillaient, quoi. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants quand vous avez débuté vers l'âge de 14, 15, 16 ans? Non. Il y avait Nice, Shakespeare. Seulement, on allait très très rarement chez Shakespeare. Et à part Shakespeare, est-ce qu'il y avait d'autres clubs à Nice ou à Nice, non. Après, il y a Raoul Fleury qui malheureusement vient de nous quitter. Il avait ouvert Cagnes. Et il y avait aussi Roméo de Giannini à Cannes. Oui, Roméo, lui, c'était Cannes. D'accord. Est-ce qu'il y en avait d'autres? À Menton, Monaco? À Cannes, peut-être il y avait Delplanque. Delplanque, oui. Alors Delplanque,
c'est assez intéressant parce que j'ai retrouvé une fiche qui date de 1958 ou 59 et il paraît qu'il faisait très tôt du karaté en plus du judo. Je sais pas. Il n'avait pas engagé un prof, vous savez pas? Ah, peut-être, oui. Ça se faisait dans le temps. Mais Del Planque avait une plage... Il y organisait des événements pour le judo sur sa plage? Non, il avait assez de travail comme ça, quoi. Ok. Et à Monaco, de l'autre côté, vers Menton, tout ça? Alors, à Menton, il y avait donc, comme vous l'avez dit son nom... Brusa? Serge Brusa. Ah non, avant Brusa, il y avait un phénomène. Boton. Boton. B-O-2-T-O-N? Boton. Alors, il avait un club à Menton et un club à Vintimille. C'était quoi son prénom? Je ne m'en souviens plus. Et vous me dites ça il y a 70 ans. Bon, c'était hier. Et il avait un gros club? Non, mais c'était un bagarreur. Et à Monaco, il y avait Monsieur Humbert. Humbert, je crois que ça a été le premier. Qui lui avait un club à Nice, mais c'était la police. Ah, il enseignait aussi à la police de Nice? Oui, rue Gaëtan. C'est dans le Vieux-Nice? Non, c'est pas loin de... Maintenant, ça s'appelle Médecin, la grande... Ah, avenue Jean Médecin. C'est pas loin. J'ai cru comprendre, quand j'ai interviewé votre frère, que vous faisiez un petit peu la tournée des clubs. Oui. Ça se faisait beaucoup dans le temps? Et nous, on allait régulièrement à Monaco. Judo Club de Monaco. Humbert, et Cobre, mon frère, moi et Lukomski. Lukomski, c'était le garde du corps du prince. Du prince. Il était photographe aussi, je crois, non? Photographe, pilote d'avion. C'est un mec exceptionnel. Et comment vous entendiez parler d'un club ou d'un autre? C'était les professeurs ou vous voyiez les pratiquants? Comment vous appreniez, par exemple, qu'il y avait un club à Monaco? Ah ben, il y en avait tellement peu qu'on le savait, quoi. Et comment, par quels moyens? Toutes les années, il y avait des compétitions, des championnats. Et toutes les années, on se rencontrait au moins une fois, quoi. Donc il y avait déjà des événements organisés qui réunissaient tous les clubs de la Côte d'Azur? Oui, en 1955, j'ai fait les championnats. Championnat de... De Côte d'Azur. Il y avait championnat de la Côte d'Azur, championnat de Provence. Et il y a eu un long moment, où ça s'appelait Ligue du Sud-Est. Jusqu'en 73, je crois. Ah oui, ils ont changé plusieurs fois. Ouais. Alors il y avait la Ligue, comme si c'était la PACA maintenant, quoi. Et après, on combattait contre Perpignan, contre Grenoble. Oui. C'était la Ligue du Sud-Est. Peut-être, oui. Ouais. Est-ce qu'il y avait dans ces premières années, à disposition des pratiquants, des livres ou des moyens d'apprendre les techniques de façon théorique? Oui, des petits livres, il y en a toujours eu. Des petits livres. Vous vous rappelez de quelques livres que vous avez eus? Ben, il y avait des livres par ceinture. Bon, mais ça, c'était déjà bien après. Et des stages pour la formation théorique. Est-ce qu'il y avait des maîtres japonais qui venaient, ce genre de choses? Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard? Oui. Donc au début, c'était vraiment un judo très français. Ah ben oui. C'était encore la méthode Kawaishi? C'était la méthode Kawaishi, on apprenait les... Ben, on a appris les mots japonais vers les années 57. 57, donc de 51 vos débuts à 57, c'était tout c'était avec premier de genre, le deuxième. D'ailleurs, pour moi, j'étais au régiment et j'avais un handicap énorme parce que pour apprendre toutes ces prises en japonais alors que j'en connaissais aucune, et là-haut on parlait que japonais, quoi. D'accord, c'est quand vous avez fait votre service militaire? Oui. En quelle année était-ce? Eh bien, de 58 à 61. J'ai eu la chance de le faire. Ah. Vous n'êtes pas tombé après dans la guerre d'Algérie? J'ai fait la guerre, je suis ancien combattant. Ah ouais. Vous avez servi dans quel régiment, dans quelle région? Ben, le bataillon de Joinville. Il y avait du judo dans l'armée en tant que sport? Ah ben on faisait que du judo. Que du judo. C'était où? C'était à Antibes? Non, le bataillon de Joinville, c'était à Gravel. À Gravel? Vincennes. À Antibes, il y avait le Fort Carré avec pas mal de judokas et centres de formation militaire. Vous avez connu des gens de là-bas, Monsieur Midan par exemple? Oui, Dunoyer, Midan. Les noms, je les ai bien oubliés, mais il y avait des gars... Tarquini. Alors, Tarquini, c'était qui et il était où? J'ai pas beaucoup d'infos sur lui. Alors, Tarquini, c'était un militaire de carrière qui, après, avait ouvert une salle de gym, place du Palais à Nice. Il y a un grand bâtiment militaire. Le cercle des officiers? Sûrement. Vous voyez dans l'angle, vous connaissez? Je connais très bien. Voilà. Là, il avait l'escrime, le judo. Il a fait ça longtemps, vous savez? Oh, pas mal d'années, oui. Il était connu niveau judo? Non.
Non, pas trop. Il Non. était surtout maître d'armes. Il était maître d'armes. À Antibes, des vrais judokas, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils faisaient tout. C'était des athlètes, hein. Ils faisaient la gym, le cross combat, la natation, c'était Ouais, la lutte. Hein. d'accord. Dunoyer faisait la lutte surtout. Et donc Tarquini, il a ouvert le cercle des officiers. Dunoyer, vous l'avez connu? Oui, mais lui, il n'avait rien. Il n'avait pas de club. Non, il était plus âgé quand même, beaucoup plus âgé. Mais D'accord. c'était un costaud. Hein. Parce que Tarquini, il a fait partie d'un petit groupe qui est allé jusqu'en Indochine avec Cousigné. En fait, ils sont allés jusqu'en Indochine pour apprendre le judo aux forces armées en Indochine. Ils ont C'est été possible. envoyés par le cercle militaire. Bon, enfin, c'est pas Oui, ils étaient au Fort Garry d'Antibes. Ouais, ils étaient formateurs. Ouais, ouais. Et alors, on n'a pas parlé de votre parcours en compétition. À 18 ans, j'ai été champion ceinture noire, toute catégorie. Champion de quoi? De Côte d'Azur au de Côte départ. Mhm. Après, j'en ai eu. Bon, mais c'était des petites compétitions. D'accord. Est-ce que vous avez gagné des titres importants? Oui, j'aurais dû être champion de France militaire. J'ai été volé en finale, mais c'est pas grave. En quelle année? À 60. D'autres compétitions en équipe ou En équipe, on a fait finaliste au championnat de France, mais mon frère a dû vous le dire, ça. Ouais. Il y Et a beaucoup de titres. votre frère a pratiqué longtemps la compétition, j'ai Oui, j'ai beaucoup l'impression. plus longtemps que moi. Plus que vous? Ouais. Vous avez fait de la compétition de camp à camp? Ben de 55 à Oui. 65, 66. Mais après, comme j'ai été tourné sur le rugby, j'ai pratiquement arrêté les compétitions judo, quoi. Alors, en parlant de ça, vous avez une particularité, vous et votre frère, c'est que vous avez à la fois pratiqué le judo et le rugby En même temps, oui. en même temps. Et donc, pendant toutes vos années de judo, vous faisiez aussi un petit peu de rugby? Ben non, le rugby, j'en ai fait de 57 à 70. C'était avec les copains ou c'était quelque chose de plus professionnel? Le rugby? Ouais. Ah ben, on était en national, hein. Ouais. J'ai fini en national. Donc en Ligue 1. Ligue 1. Et maintenant, j'étais professionnel. C'était avec quelle équipe? Nice. Alors, Ah ben, tenez, là, il y a l'équipe du bâtiment de Joinville. il y a tout le monde qui a signé en tous les cas. Alary, spécialiste du zen. Vous étiez attiré par le zen? Mais ça, c'est les copains qui ont marqué. Vous étiez attiré par la philosophie japonaise? Ben, quand on fait du judo, on est obligé d'y penser. Et vous aviez lu des bouquins ou comment vous étiez attiré par ça? J'ai connu des gens qui avaient connu le judo, qui ont été au Japon. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, mais Monsieur Grandjean, Oui. il était allé au Japon? Non. Non. Il était vraiment judoka d'ici? Ah ben, il a ouvert le club, il était ceinture verte ou ceinture marron peut-être, mais enfin... Ah oui, d'accord, ça Ah se non, faisait encore à l'époque. Ouais. Au début, il n'y avait personne. Hein. Ah ben là, Vergne, il y était, Antibes. Vergne? Ouais, Alors lui, je le connais pas. Monsieur Vergne. V-E-R-G-N-E. voilà. Alors, j'ai pas parlé de vos grades. Vous avez eu la ceinture noire en quelle année? Ben, j'avais 16 ans. 55, 56. 56 à peu près, ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans les clubs à l'époque où vous avez commencé? Ah ouais. Ah ouais, il y avait déjà des enfants au début? Ah ben, j'avais le club de MJC Magnan, j'avais 250 élèves, pratiquement que des gosses. Ça, alors, vous avez dû connaître Pierre-Yves Lauvary? Ah ben bien sûr. S'il était au karaté, c'est moi qui l'ai fait rentrer. Ah oui? Ça, Parce que quand j'y étais, il n'y avait que le judo, quoi. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est devenu? il est décédé. Oh merde. Il est décédé il y a 1 an et demi. Et moi, je l'avais interviewé il y a 3 ans. Pour mon livre sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur. Avant de travailler sur le judo, j'ai sorti un livre sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur. Et donc il y a quelques pages qui sont dédiées à Pierre-Yves Lauvary. Et j'ai scanné ses archives, etc. Il était bon. Oui, il était cogneur. Il était bon. Ouais, il était pas mauvais du tout, ouais. Moi, j'étais très copain, il est venu manger ici et tout, quoi. Et donc vous avez enseigné à la MJC Magnan pendant plusieurs années? Ah oui, jusqu'à je sais plus, mais Ah, les dates, c'est pas votre fort, vous n'êtes pas comme votre frère. 67, 68. Oui, donc au tout début de la MJC. Quand à l'ouverture, j'y étais. D'accord, ok. Et là, j'ai eu de très très bons résultats.
Alors la MJC, c'était quand même une grosse organisation. En karaté, il y avait beaucoup de monde, en judo aussi. Est-ce qu'il y avait de l'aïkido? Je sais pas. J'arrivais, je faisais mes cours et le soir, j'en avais plein les bottes, hein, parce que j'étais agriculteur, professeur de judo, rugbyman. Ouais, je comprends, vous étiez occupé. J'avais pas un dimanche, j'avais rien. Enfin bon, mais c'était bien, parce qu'on changeait carrément de vie. Il y en a qui me disent, mais comment tu peux faire? C'était fabuleux s'occuper des gosses. Et vous aviez beaucoup d'enfants quand même, beaucoup d'enfants. Beaucoup. C'était une grosse... entre Maillard et Saint-Laurent, on avait 500 gosses, 600. Donc très tôt, il y a eu des enfants, dès les années 68. Parce que j'ai l'impression qu'au début, le judo pour les enfants, les gens étaient frileux un peu. De notre temps, oui. Mais en 64-65, on les prenait à 6 ans. D'accord. Et je crois savoir que le judo a évolué comme ça. On n'enseignait plus de la même façon. Toujours eu la même ligne. Pour moi, le judo, c'est le judo. C'est pas... Non, le judo, c'est les prises de judo. Il y avait Monsieur Midan qui était aussi actif pour l'enseignement des enfants, le code moral. Oui, lui, c'était... Il avait fait le code d'honneur du judo, quoi. Oui, il pensait au judo. Est-ce que le matériel que vous avez utilisé pour votre pratique ou pour votre enseignement a évolué depuis vos débuts? Oui. On avait les copeaux qu'on allait chercher dans les scieries, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de menuiseries. On allait chercher les copeaux, puis des fois, il y avait des morceaux de bois qui restaient. Les chutes devaient être amusantes. Là, il y en a un mot. Les judogi, ils étaient faits au début dans une matière un peu... Oh, c'était assez fin, c'était très cher. Quoique maintenant, ils sont chers aussi. Mais enfin, c'était autre chose. C'était très cher et ça venait du Japon. Ah ben oui. Donc c'était le port qui devait être extrêmement cher. Et où on se fournissait pour quand on voulait avoir du matériel pour le judo? Les premiers, c'était la Hutte. Un magasin La Hutte, c'était un copain qui le tenait et il avait des bons kimonos. C'était où, à Saint-Laurent? Non, c'était à Nice. À Nice. Près du port. C'était un noble qui tenait ça. Un noble? Ouais. Ça alors. Il avait des titres de noblesse, mais je m'en souviens plus. Vous avez eu un club pendant quand même quelques années. Est-ce que vous avez vu l'enseignement des professeurs de judo évoluer? La manière d'enseigner les prises, ce genre de choses? J'ai eu un truc qui ne me plaît pas du tout. Dites-moi. Beaucoup de profs font un judo sans judo. C'est des blabla, c'est des ci, c'est des là. Mais moi, le judo, c'est des prises. C'est des techniques. C'est la souplesse. Et quand vous dites un judo sans judo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Et ils sautent, c'est bien. Ah, vous voulez parler des exercices pédagogiques pour les enfants? Oui. Donc des jeux, des trucs comme ça. D'accord. Alors qu'il n'y a rien de plus beau qu'un beau mouvement. Enfin, pour moi. Okay. Ça, c'est mon idée maintenant. Et vous avez donc vu cette évolution des gens qui font de plus en plus cette méthode-là? Est-ce que ça a un but commercial? C'est une mentalité. Avant, vous aviez des gens qui venaient avec un gosse, ils vous disent, voilà, j'aimerais qu'il fasse du judo, ça lui amène ça, si, ça, pas de problème. Maintenant, vous avez des gens, ils viennent, ils vous amènent un gosse, faites-moi un champion, ou alors aussi, on peut pas. Ouais, les objectifs sont différents. Et après, il y a une mentalité chez les parents qui ne me convient plus, quoi. Vous êtes devenu de la garderie? Je sais pas. C'est plus c'est pas moi. Je crois que vous êtes attaché à un judo qui relève d'une philosophie particulière. Tradition judo. Très traditionnelle, ouais. D'ailleurs, là, en ce moment, on s'en rend compte, au championnat, vous voyez des beaux judokas, c'est des Japonais. Vous voyez des belles prises, c'est des Japonais. Vous voyez de la lutte, des coups, des tirs, là, c'est roumain, c'est géorgien. Et nous, les Français, on est là au milieu et on a personne. Alors justement, en parlant des techniques, puisque vous êtes attaché aux techniques, j'ai cru comprendre qu'au début, il y avait beaucoup de techniques de jiu-jitsu dans le judo, et petit à petit, il y en a eu de moins en moins jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Qu'est-ce que vous appelez les techniques de jiu-jitsu? Par exemple, les défenses contre les attaques de chaises ou ce genre de choses. Ah non, ça, on en faisait pour notre plaisir, mais on n'utilisait pas ça en judo. Oui, je vois bien, mais est-ce que c'était enseigné par M. Grandjean? La self-défense, on appelle ça. Non, pour s'amuser, on en faisait quelquefois. On sautait des tables, des trucs, mais enfin, c'était un dérivatif. Et quand même, ils essayaient d'utiliser les principes du judo, ou c'était complètement... Non, en judo, il y avait quelques prises très dangereuses du jiu-jitsu. Et ils ont été éliminés assez tôt quand même. Des clés de genoux, des clés
assez dangereuse. Oui, donc le judo s'est aseptisé petit à petit. Voilà. Et maintenant, c'est trop à mon avis parce que les ramassages de jambes, tout ça, font partie du judo. Ouais. Et maintenant, on ne peut plus toucher un pantalon. Et qu'est-ce que vous faites alors? Ah bah c'est justement parce que les Géorgiens sont très forts à ce jeu-là. Faut choisir. Non, mais je dis pas. Mais il y a des. Moi, je dis ça parce que, pour ma part, j'ai battu un champion d'Europe poids lourd en lui piquant une jambe. Si l'adversaire fait une faute, qui vous fait un barrage un peu haut, vous lui piquez la jambe, vous fauchez l'autre. C'est lui qui fait la faute, c'est pas vous. Ouais. Enfin, si j'étais maintenant, je l'aurais pas battu, dommage. Champion d'Europe poids lourd, c'est pas tous les jours qu'on en bat. Et en parlant de self-défense, est-ce que quand vous avez fait l'armée, votre service militaire, il y avait du close combat avec du jujitsu? Non, non. Non, que du judo. Que du judo. Le matin, on faisait des footings, et l'après-midi, on allait salle à l'Ambra, Maurice Chevalier. Il n'y avait pas d'autres arts martiaux pratiqués à l'armée, par exemple le karaté, par d'autres gens, ou la boxe française? La boxe, oui. Boxe française, je sais pas. Boxe anglaise, oui. Anglaise, oui. Et la lutte? La lutte. D'accord, donc à l'armée, il y avait quand même des gens qui pratiquaient la lutte et la boxe anglaise. Avec tous les sports olympiques étaient au bataillon de Chevalier, là. Ouais. Et ils étaient par section, c'est-à-dire les judokas ne se mélangeaient pas avec les boxeurs, ou c'était une grande section pour tous les sports? Non. Il y avait des grandes sections Mhm. où il y avait plusieurs disciplines. Mais nous, on allait s'entraîner en ville, l'autre allait s'entraîner je sais pas où, l'autre pareil, mais on était dans une section. D'accord. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports de combat que le judo? Non. Non. Et vous, comme vous avez connu Monsieur Laovari, vous avez dû voir du karaté, ça vous a jamais attiré? Non, jamais. Ok. Mais d'ailleurs, quand je vois le karaté à la télé, je dis, mais c'est pas un sport, ça. Bah après, c'est un petit peu comme le judo maintenant. Le karaté sportif est très différent du karaté traditionnel. Exactement. Est-ce que vous avez, en tant qu'officiel du judo, fait des démonstrations ou organisé des galas ou ce genre de choses? Des démonstrations, oui, en pagaille, bien Ah ouais? sûr. À Nice, à Saint-Laurent-du-Var, à Monaco, quelque chose? Ouais, en Belgique, en Hollande. Ah oui, vous avez été juste Oui, là-bas? on était une équipe de copains dont le président aimait bien naviguer, quoi. D'accord. Et c'était des bons souvenirs. Donc c'était avec le stade de Laurentin ou Non, c'était avec le Judo Club marseillais. C'était Carrega, le professeur. D'accord. Et donc, comment ça se fait que vous vous êtes retrouvé dans ce groupe avec Marseille? Mais je me suis retrouvé dans ce groupe parce que j'étais bon. Et Marseille avait besoin de combattants qui puissent gagner des combats, quoi. Mhm. Vous voyez? Et donc vous avez fait des démonstrations avec les gars de Marseille? Oui. C'était dans quel but que c'était organisé les démonstrations? Pour des événements ou Des pour attirer- voyages, on était invités par des clubs étrangers et voilà. C'était aussi pour faire connaître le judo ou c'était déjà quelque chose de connu? Non, c'était connu, mais il y avait, par exemple, et ça fraternisait, quoi. Ouais, ça Oh, faisait bon, des alors, échanges. dans la semaine de Noël, tu viens, oui, t'as une équipe, oui, d'accord, allez, on monte. Après, on allait rencontrer les Hollandais, c'était super sympa, quoi. D'accord, Il ouais, n'y avait rien d'officiel, hein. ça permettait de voir du pays. Voilà. C'est comme une fois, avec Monaco, on a été en Italie. Et les Italiens, euphoriques comme ils sont, ils avaient fait des panneaux France-Italie, France-Italie. Humbert s'est fait taper sur les doigts, mais c'est pas une rencontre internationale. Et Monsieur Humbert, il avait une grosse équipe à Monaco? Ben, c'est cela. D'accord. Et il y avait du monde dans son club? C'était un gros club? Il y avait quoi, 10, 20 pratiquants? Oh, comme ça? plus que ça, quand même. Ouais. Alors, il n'y a plus beaucoup de démonstrations de nos jours. J'ai l'impression que ça se fait plus trop. Ça se fait pas. Qu'est-ce que vous Enfin, en pensez? Je sais pas si ça tirerait du monde, À l'époque, c'était pour attirer du monde surtout. je pense. Maintenant, c'est vrai que le judo est très connu, surtout en France. Et puis les gens, ça manque de pédagogie, les gens ne comprennent pas le judo. Ils ont du mal Je à- vois autour de moi les copains, oh le judo, je dis mais c'est un des plus beaux sports, c'est 10 fois plus beau que la lutte. Pas de comparaison, point de vue technique, point de vue respect, point de vue tout. Quand vous dites qu'ils comprennent pas le judo, c'est-à-dire ils comprennent pas les règlements ou ils comprennent pas le sport en lui-même? Ils comprennent rien. D'accord. Oui, donc effectivement, c'est un problème pour le grand public d'approcher le judo s'il n'y a pas quelqu'un qui les attire. Mm. C'est la dernière question, c'est ce que j'appelle le mot de la fin. S'il y a quelque chose que vous deviez transmettre, une idée ou quelque chose à propos du judo que vous voudriez
une idée qui ne soit pas perdue, que ça se passe aux autres générations. Que les parents amènent leurs enfants de 5 à plus dans un club digne, ça leur fait énormément de bien. Pas dans un club de garderie. Donc c'est un judo éducatif pour lequel vous militez? Un judo où on pense judo, où on réfléchit judo. D'ailleurs, il y a une maxime, minimum d'effort pour le maximum d'efficacité. Et vous pensez que ça peut servir dans la vie aussi, plus que Tout le temps. Quand je travaillais avec mon frère, les voisins, ils y étaient 4, ils faisaient la moitié de notre travail. Vous voyez? Le judo, ça vous a appris à travailler plus efficacement? Oui, on réfléchit avant de travailler. Ouais. Et j'ai une anecdote, un jour j'avais le bras cassé, on avait une grosse plantation à faire, on prend 2 ouvriers. Moi, le bras cassé, je faisais le double travail d'eux. J'ai dit, Joe, jette-les, paye-les, jette-les. Non, on n'arrivera pas, j'ai fait, on y arrivera, jette-les. Ils ont travaillé 20 minutes. J'ai compris. Oh les gars, il faut aller un peu plus vite. Oh. Ouais, je vois. Bon, après, le métier d'agriculture, c'est un métier qui est difficile physiquement. Je sais pas, j'ai toujours... Eh ben, écoutez, je vous remercie.